La confrontation entre l'Iran et les États-Unis. On avait enfin, vous savez, tout le monde parlait de négociations, des discussions, des messages échangés entre les deux camps. Et on avait l'équipe iranienne au Qatar en train de parler avec le gouvernement qatari. Alors, ces 2 ou 3 derniers jours, il y a eu une sorte d'affrontement. L'un des épisodes, c'est que des avions de chasse américains ont frappé 2 de ces vedettes rapides dans le golfe Persique. Le résultat, c'est la mort de 4 marins. Et de l'autre côté, l'Iran a abattu un drone MQ-9. Ensuite, ils ont tiré sur un RQ-9 et sur un F-35. Il existe des images de ces attaques, de ces tirs sur le MQ-9 et le F-35. Ils ont publié une partie de ces images. Mais quand on regarde la situation entre l'Iran et les États-Unis, je dirais qu'il n'y a pas de vraies négociations en cours. Les deux parties se parlent par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais ou qatari, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des appels téléphoniques en coulisses, je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai vu aucune information à ce sujet dans les médias persans. C'est pour ça que je suppose qu'ils ne font que s'échanger des messages par le biais du gouvernement pakistanais. Quelle est votre compréhension de la situation? C'est comme ça que je le comprends. C'est une négociation, mais pas une négociation classique. Comment voulez-vous que les États-Unis et l'Iran se parlent aujourd'hui autrement? Vous savez, Donald Trump est un individu complètement fou, littéralement atteint d'un trouble de la personnalité narcissique, dans sa forme la plus maligne. On n'a pas un président, on a un culte de la personnalité. Tout tourne autour de Donald et de la façon dont les choses l'affectent lui. En face, vous avez un gouvernement iranien. Pour eux, tout tourne autour de l'Iran et de la réalité géopolitique. Eux, ils vivent dans le monde réel. Alors, dès qu'on mélange le monde réel et un monde de fantasmes, il y a forcément un écart entre les deux. Et cet écart, il est impossible à combler directement. Du coup, il faut des sortes d'interprètes de rêve, si on peut dire. Et c'est là que le Pakistan et le Qatar entrent en jeu. Leur rôle, c'est d'essayer de bricoler une forme de compréhension entre ces deux entités pour qu'elles puissent, d'une manière ou d'une autre, atteindre un objectif commun. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif commun. Les objectifs de Donald Trump sont purement politiques, centrés sur la manière dont tout cela l'affecte ici chez lui. Les objectifs de l'Iran, eux, sont purement égoïstes, pour être honnête. Ils ont tout à fait le droit de l'être. Mais la question, c'est de savoir en quoi cela profite à l'Iran. L'Iran, qui est la partie lésée. L'Iran, qui a été attaqué, une attaque surprise, un acte de perfidie commis par les États-Unis et Israël le 28 février. Et vous savez, ces deux-là ne se retrouveront plus jamais sur la même ligne. Même si un accord temporaire est conclu, il faut comprendre que certains des textes publiés par les médias iraniens évoquent déjà des points repoussés à plus tard. Et chaque fois que Donald Trump repousse quelque chose, ça veut simplement dire qu'on lui laisse une fenêtre pour tergiverser, changer d'avis, éventuellement. Les actions dont vous parlez font, je pense, partie intégrante de ce qui va devenir la nouvelle réalité. Je crois que les deux camps comprennent qu'il faut une certaine liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce que les États-Unis en tireront, c'est la circulation de l'énergie, ce qui atténuera une crise économique mondiale. Et ce que l'Iran en tirera, c'est la possibilité de percevoir une taxe environnementale, ou quel que soit le nom qu'ils voudront lui donner. Et je pense que c'est à peu près le seul accord qu'on obtiendra. Un accord qui, à mon avis, ne sera peut-être jamais mis par écrit, parce que je ne pense pas que Donald Trump soit capable de conclure un accord. Il ne peut pas se permettre d'être perçu comme celui qui a perdu cette guerre. Et pourtant, il l'a perdue. Donc je pense que c'est là où on en est aujourd'hui. Toutes les parties se concentrent sur la manière de maintenir la circulation maritime
dans le détroit d'Ormuz. Vous savez ce qui s'est passé avec cet avion abattu? C'est un affrontement pensé pour permettre aux États-Unis de marquer leur présence, de dire « on est toujours là, on compte encore, on reste puissant et aux commandes ». Mais à un moment donné, il faudra bien se retirer un peu et laisser le trafic passer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il y aura un accord sur les sujets les plus difficiles. Le programme nucléaire, les missiles balistiques, le Liban, les cessez-le-feu, tout ça. C'est difficile de dire où on va. C'est même impossible. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, vous m'avez entendu le dire, et je vais le redire. On ne peut pas s'attendre à ce que des gens comme moi, vous ou d'autres, puissent se mettre dans la tête d'un fou, littéralement d'un individu déséquilibré. Donald Trump est mentalement malade. Il souffre de troubles mentaux, et donc il est impossible de le prévoir. On ne peut pas appliquer une logique normale de cause à effet à ce qu'il fait. Ses publications sur les réseaux sociaux partent dans tous les sens. La seule constante, semble-t-il, c'est sa capacité à manipuler les marchés, d'une manière qui profite aux initiés, à ceux qui savent, vous voyez, ce qu'il va publier et quand il va le faire. Mais à part ça, rien de ce qu'il fait n'est dans l'intérêt des États-Unis. C'est un fait. Voici ce qu'il a déclaré il y a quelques instants à propos du détroit d'Ormuz et son commentaire surprenant sur Oman. Écoutez ce qu'il a dit. L'Iran veut contrôler le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous accepteriez un accord à court terme qui permettrait à l'Iran et à Oman de gérer le détroit? Et dans ce cas, devrait-il l'ouvrir immédiatement ou seriez-vous prêt à ce que cela se fasse progressivement sur une certaine période? Non, le détroit est ouvert à tout le monde. Et qui en aurait le contrôle? Les eaux internationales. Personne ne va les contrôler. Nous, on va les surveiller. Oui, on va les surveiller, mais personne ne les contrôlera. Ça fait partie de la négociation qu'on a. Eux, ils aimeraient les contrôler. Mais non, personne ne les contrôlera. Ce sont des eaux internationales et Oman devra se comporter comme tout le monde, sinon on devra les faire sauter. C'est incroyable. Oman est un pays qui n'a rien à voir avec aucune guerre. Et pourtant, il menace le gouvernement d'Oman. Revenons un peu en arrière. Donald Trump est une personne mentalement instable, d'accord? Pensez au niveau de narcissisme qu'il y a dans tout ce qu'il vient de dire. Nous allons veiller dessus. Vraiment? C'est ton rôle, Denis chéri. Qui t'a nommé gardien du détroit d'Ormuz? Il vit dans son petit monde imaginaire. Tu as déjà essayé, Donald, et l'Iran t'a remis à ta place. Tu as perdu. Tu ne peux pas rouvrir ça. Tu n'en as pas les moyens. Tu es assis là, avec un secrétaire à la défense qui s'est fait battre, et un secrétaire d'État ou conseiller à la sécurité nationale qui t'a donné parmi les pires conseils qu'on puisse imaginer. Tu es entouré de perdants, et toi, tu es le perdant ultime. Franchement, on pourrait lui coller un grand L sur le front. Ne faites pas attention à ce que ce type raconte, parce que voilà la réalité. Dans 6 heures, il publiera autre chose. Dans 6 heures, il dira quelque chose de différent. Cet homme est un fou, complètement détraqué, cinglé. Vous pensez, enfin, vous connaissez l'Iran, vous pensez que l'Iran s'est réveillé en se disant « Oh mince, on a un problème maintenant, Don est en colère contre nous, il faut qu'on fasse quelque chose. » Vous croyez que les Omanais se sont dit « Oula, il va nous bombarder. » Il ne fera rien contre Oman, rien du tout. Ce sont des menaces creuses. Il n'a plus rien dans les mains. Il a déjà tenté son coup de dimanche, comme on dit. Vous voyez, il est monté sur le ring avec Mike Tyson, il a donné son meilleur coup en plein dans la mâchoire. Et Mike Tyson a juste répondu « Allez, on y va. » Voilà, c'est tout. C'était votre meilleur coup. Vous n'allez pas mettre Mike Tyson KO. Vous n'allez pas non plus mettre l'Iran KO. C'est la réalité. Beaucoup de gens aux États-Unis n'arrivent pas à se réveiller
et à accepter cette réalité. C'est vrai. Nous avons perdu la guerre et nous ne pouvons pas la gagner. Nous n'allons pas faire marche arrière. Le temps qu'il nous faudrait pour rassembler et déployer les forces nécessaires pour avoir un impact réel serait beaucoup trop long. Pendant ce temps, tout ce que l'Iran a à faire, c'est de serrer l'étau sur le détroit d'Ormuz et d'étouffer l'économie mondiale, ce qui provoquerait un effondrement général, y compris aux États-Unis. Et dans ce cas, il serait impossible de mobiliser les forces dont nous aurions besoin. L'Iran a toutes les cartes en main. C'est ça, la réalité. Comment voyez-vous la pression exercée par le gouvernement israélien? Ben Gvir a déclaré aujourd'hui que Donald Trump ne pouvait pas conclure un mauvais accord et qu'Israël n'allait pas l'accepter. On sait que l'administration Trump, vous vous souvenez quand cette administration a été élue, on parlait de Tulsi Gabbard, de ces personnes un peu plus rationnelles au sein de l'équipe Trump. La plupart de ces gens ont disparu, en grande partie. Et puis, je dirais que le vice-président des États-Unis est en train de disparaître de la scène, d'une certaine façon. On n'a pas beaucoup entendu parler de J.D. Vance. Ça fait un moment. Mais que se passe-t-il avec l'administration Trump? Et qu'est-ce qu'on sait de l'influence que le gouvernement israélien exerce sur cette administration? Eh bien, vous savez, le gouvernement israélien pense qu'il a acheté et payé les États-Unis. Et en fait, c'est le cas. Ils nous ont achetés, ils ont payé, et on est censé danser au rythme qu'ils imposent. C'est comme ça que la relation fonctionne. Ils donnent beaucoup d'argent, et ensuite ils disent quoi faire quand il s'agit d'Israël, et on le fait. C'est une relation contractuelle, tout simplement. Ils ont acheté le Congrès, dépensé 100 millions de dollars lors du dernier cycle électoral pour l'acheter. Et là, ils essayent encore d'acheter le Congrès, 30 millions pour évincer Thomas Massie. Ils dépensent toujours plus pour essayer de contrôler les élections. Et Donald Trump, lui, continue d'être entouré de gens achetés et payés par Israël, surtout Marco Rubio. 200 millions de la veuve d'Adelson. Et ça vous obtient un secrétaire d'État. Alors Ben Gvir, je pense qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Il y croit, oui, mais il ne connaît absolument rien aux États-Unis d'Amérique. Parce que d'abord, quand on parle de politique, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et bien sûr, les Israéliens ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des politiciens américains. Mais une fois qu'un politicien américain est élu, il veut y rester. Alors, Israël a utilisé sa capacité à manipuler l'argent pour garder le contrôle sur ce processus aussi. Si tu ne fais pas ce qu'on veut, on te mettra un candidat contre toi. On dépensera de l'argent, on financera quelqu'un pour te défier et tu devras te battre contre lui et tout ça. Très bien, parfait. La plupart des gens ne veulent pas être défiés dans leur propre camp, donc ils jouent le jeu israélien parce qu'il n'y a aucun risque à le faire. Le peuple américain a montré qu'il n'y a littéralement aucun inconvénient à être pro-Israël. La grande majorité des responsables politiques pro-Israël sont réélus, année après année. Aucun inconvénient. Jusqu'au jour où Israël déclenche une guerre que nous perdons et qu'il y a une menace d'effondrement économique mondial qui touche les États-Unis. On en revient toujours à l'argent. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? La seule chose qui compte en politique américaine, c'est l'argent. Bill Clinton et son directeur de campagne James Carville l'avaient résumé parfaitement en 1992. Un autocollant jaune sur la porte de la salle de guerre disait « C'est l'économie, idiot ». C'est la seule chose qui fait élire les politiciens américains. Aucun politicien américain n'est élu à cause d'Israël. Israël, c'est un facteur de soutien. Tous les politiciens américains sont élus sur l'économie. Au fond, tout se résume à ce que les Américains ressentent quand ils regardent leur portefeuille et leur compte en banque au moment d'aller voter. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, c'est de la décoration.
Si les deux camps jouent les mêmes cartes économiques, alors oui, on peut se tourner vers des sujets comme le contrôle des armes, l'avortement, Israël, des thèmes qui peuvent faire pencher la balance. Mais, au final, c'est le parti dont les Américains pensent qu'il leur mettra plus d'argent sur leur compte à la fin du mois qui l'emporte. Et en ce moment, Donald Trump est en difficulté parce qu'il est en train de détruire l'économie d'un pays tout entier. Et Israël aussi est en difficulté. Ben Gvir ne s'en rend peut-être pas compte, mais Israël est tenu pour responsable, et à juste titre, de nous avoir entraînés dans cette guerre. Alors, quand les gens disent Donald Trump, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Donald Trump va répondre, c'est Benjamin Netanyahou qui m'a poussé à le faire. Ben Gvir n'a aucun contrôle sur Donald Trump. Aucun. Le jour où Donald Trump pensera à son héritage politique, c'est-à-dire s'il se plante avec peut-être une mise en accusation, voire une condamnation, et qu'il mettra tout ça dans la balance face à Ben Gvir et Israël, devinez qui va perdre. Ben Gvir et Israël. C'est évident. C'est l'économie, tout simplement. Et l'économie en ce moment, elle est mauvaise. George Herbert Walker Bush a gagné la guerre du Golfe. Un grand leader victorieux. Il avait fière allure. Franchement, on se disait impossible qu'il perde. On avait gagné en 4-21. Comment aurait-il pu perdre en 4-22? Impossible. Et puis il a dit, lisez sur mes lèvres, pas de nouveaux impôts. Et ensuite, il en a ajouté. Et ça lui a coûté sa place. Gagner une guerre, ça ne comptait pas. Être le meilleur président en matière de sécurité nationale, ça ne comptait pas non plus. Ce qui comptait, c'était l'économie, tout simplement. Bill Clinton avait raison. C'est comme ça, point. Vous savez qui l'a bien compris? Le patron de Ben Gvir, Benjamin Netanyahou. Il a donné une interview où il a dit « Il faut qu'on se détache financièrement des États-Unis d'ici 10 ans. » Parce qu'il voit venir les choses. Pas besoin d'être météorologue pour savoir d'où vient le vent. Il voit le climat, il voit ce qui se passe, et il voit très clairement les États-Unis. 60% des Américains sont déjà désenchantés vis-à-vis d'Israël. Ils ne le soutiennent plus totalement. Ce chiffre va encore empirer à mesure que l'économie se dégrade. Et quand on cherche, vous savez, à qui la faute? À Israël. Et lui, il comprend qu'à un moment donné, l'Amérique va couper le cordon ombilical. Ben Gvir se trompe complètement. Israël ne peut rien dicter du tout aux États-Unis, à moins que les États-Unis acceptent de se laisser dicter quelque chose. En clair, tant que c'est utile d'avoir votre argent et que ça m'aide à être élu, et que ça ne me coûte rien de significatif, je le ferai. Mais au moment où ça me coûte, au moment où je dois en payer le prix, sur le plan intérieur, politique, pour soutenir votre petite nation en échec, on coupera tout, sans hésiter une seconde. Sans hésiter une seconde. Donc Ben Gvir a totalement tort. Netanyahou, lui, connaît la vérité. Tôt ou tard, l'Amérique va couper les ponts avec Israël. Et si Ben Gvir veut jouer à des jeux stupides, en pleine crise politique immédiate pour le président des États-Unis, qui fait face à un désastre aux élections de mi-mandat, il va la prendre à ses dépens. Israël n'a aucune carte à jouer dans cette partie. Aucune. Absolument aucune. Hier, Smotrich a déclaré que Benjamin Netanyahou avait forcé les États-Unis à entrer dans cette guerre. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent encore faire pour Israël, Scott? Moi, je dirais que l'objectif final pour Israël, c'est que les États-Unis attaquent l'Iran. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Qu'est-ce qu'ils attendent des États-Unis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand ils disent « nous voulons continuer la guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire pour Israël et en quoi ça va les aider? Bon, d'abord, c'est simple. Si c'était un jeu vidéo, on serait arrivé au boss final. L'Iran, c'est le boss final. Il n'y en a pas d'autre. Le boss final, c'est l'Iran. Et on ne peut pas affronter le boss final sans les États-Unis. Il faut avoir les États-Unis comme alliés. Alors, vous pensez vraiment qu'Israël va admettre sa défaite?
et s'en aller? Non. Ils vont continuer à dire « Amérique, tu dois rester et finir le travail, rester et finir le travail, rester et finir le travail », mais ils n'ont pas bien préparé leur coup. Ils ont vendu cette guerre de manière fausse, trompeuse. Je veux dire, ils ont réussi à faire croire à Donald Trump que si on tuait Ali Khamenei, l'Iran s'effondrerait, que tous les autres problèmes se résoudraient d'eux-mêmes et que tout ça arriverait en quelques jours. Et en effet, dès le premier jour, on a tué Ali Khamenei. L'Iran ne s'est pas effondré, bien au contraire. Et maintenant, tout ce qu'Israël avait dit aux États-Unis s'avère être un mensonge, et Donald Trump en paie le prix politique. Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'Israël veut au fond? Ils n'ont pas de plan B, parce qu'un plan B, ça voudrait dire qu'on ne peut pas affronter le grand patron, et donc qu'on ne peut pas gagner la partie. Et cette partie, c'est le Grand Israël. C'est ça, le nom du jeu, le Grand Israël. Si on ne bat pas le grand patron, alors il faut faire des concessions partout, et on se retrouve dans un autre jeu, celui de la préservation du petit Israël. Mais le prix que vous allez payer pour cet échec, pour avoir tenté le coup contre le boss final et perdu, c'est que vous allez sans doute bouleverser complètement la démographie de la région. Parce qu'il deviendra de plus en plus difficile de continuer à vivre en Israël. Les gens vont fuir, et vous allez vous retrouver avec un tout autre scénario, qu'on appellera une solution à un seul État, nommé Palestine. Donc Israël, franchement, est dans une situation critique, vraiment critique. Et des types comme Ben Gvir et Smotrich, ces fanatiques obèses et génocidaires, vont continuer à débiter des absurdités. Mais au bout du compte, ils vont en payer le prix politiquement. Honnêtement, je n'aimerais pas être israélien aujourd'hui. Disons-le comme ça. Cette décennie ne s'annonce pas bonne pour eux. Voici ce que Donald Trump a dit à propos des accords d'Abraham. Pour les pays dont on parlait, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et les autres, on aimerait qu'ils nous rejoignent tout de suite. Steve Woodcock travaille là-dessus avec Jared et quelques autres. Mais oui, on voudrait qu'ils rejoignent les accords d'Abraham. Ce serait historique s'ils le faisaient. Franchement, je pense qu'ils nous le doivent, parce que ce serait vraiment un signe fort. Et je pense que ces pays nous le doivent. Ils nous doivent ça parce qu'on les a entraînés dans une guerre qu'on a perdue. On leur a promis la sécurité, mais on n'a pas pu la leur garantir. On a créé une situation où ils vivent maintenant sous la menace d'une disparition nationale à cause de l'Amérique. Ils nous doivent, soi-disant, d'adhérer à une politique qui vise au génocide des Palestiniens et à l'élimination de toute possibilité d'un État palestinien, tout en détournant la faute d'Israël vers les pays arabes du Golfe. C'est ça ce qu'ils nous doivent. Donald Trump est le moteur de tout ça. Encore une fois, il est fou, d'accord? Il faut qu'on arrête de le traiter comme s'il était une personne normale. Cet homme-là est fou. Aucun être rationnel ne peut dire une chose pareille. Ils nous doivent ça? Non, Donald, ils ne te doivent rien du tout. Yana. Je veux dire, est-ce que vous réalisez la folie qu'il y a dans cette phrase? Cet homme ne va pas bien. Et le fait que Hegseth et Rubio soient là, tranquillement assis, à hocher la tête, eux non plus ne vont pas bien. Ce sont des complices de la folie. Vous savez, il fut un temps où on se moquait de Joe Biden, en disant que c'était cruel envers les personnes âgées de le maintenir en scène, alors qu'il n'était clairement plus en état. Eh bien, aujourd'hui, on a une situation où des gens facilitent le comportement de personnes mentalement instables. Et la plupart des gens diraient que c'est une forme d'abus. Mais là, c'est un abus envers une nation, un abus envers le monde, commis par un individu cliniquement fou qui pense qu'on lui doit quelque chose que personne n'a jamais vraiment accepté. Je veux dire,
Les Saoudiens ont clairement lié les accords d'Abraham à la création d'un État palestinien. Et si on ne donne pas la reconnaissance d'un État à la Palestine, pourquoi pensez-vous que les Saoudiens feraient quoi que ce soit pour vous? C'est un homme malade. Donald Trump est un homme malade. Il n'est pas en bonne santé. Et malheureusement, personne n'applique le 25e amendement. Il continue à agir comme chef de l'exécutif. Et donc cet homme malade, quand il publie un message ou quand il parle, on est obligé de l'écouter. Mais essayez d'y trouver du bon sens, une logique, une structure analytique. C'est impossible. On ne peut pas. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Il vit dans un monde imaginaire. Nothing he says makes sense. He lives in a fantasy world.